L'enregistrement a été lancé. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je suis Émilie Robert, je suis la directrice de la recherche et du transfert au CRISPECH et je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour cet atelier de réflexion collaborative pour construire ensemble la pédagogie inclusive de demain. Alors, peut-être avant de commencer, je voudrais porter votre attention sur deux, trois petits éléments. Alors, d'abord, cet atelier est en français. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui partage l'écran avec... Est-ce qu'on pourrait remettre la diapo du début? Ah, voilà, merci. Donc, les informations. Oui, alors, cet atelier est en français. Il n'y aura pas de sous-titrage ou de traduction, mais si vous avez des questions en anglais, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de les traduire. Dans le cadre de cet atelier, vous serez répartis en sous-groupes. Normalement, vous n'aurez rien à faire, à part accepter d'être transféré virtuellement dans la salle qui vous aura été attribuée. Et puis, à la fin de votre travail en sous-groupe, vous serez rapatrié dans la salle principale automatiquement également. En tout cas, c'est l'idée. Alors, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Je vous rappelle aussi que la présentation PowerPoint est disponible sur le site du symposium. Je pourrais mettre tout à l'heure le lien dans le clavardage si vous voulez aller à la récupérer. Alors, merci Pauline pour le partage d'écran. Je vais maintenant partager mon écran avec vous, puis je vais commencer. On va commencer par une petite activité brise-glace. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Super. Donc, ce matin, on vous propose une petite activité brise-glace sur le thème « Quelle personnalité inclusive êtes-vous » Alors, je dois donner crédit à cette idée originale à Paul Turcotte, qui est enseignant au Cégep du Vieux-Montréal, et à Noémie Veroff, qui est enseignante au Cégep de Victoriaville. Donc, dans les derniers jours, vous avez vu que vous avez assisté à plusieurs présentations très différentes, plusieurs ateliers. Vous avez entendu différentes personnes exprimer plusieurs façons d'avoir une activité pédagogique inclusive. Donc, dans une approche ludique aujourd'hui et certainement pas scientifique, donc ce test de personnalité n'est absolument pas validé scientifiquement, on vous propose de vous prêter à une petite analyse auto-réflexive de votre propre posture inclusive. Donc, cette proposition, je le répète, qui n'est pas du tout scientifique, est inspirée des tests de personnalité des magazines jeunesse, du genre « Êtes-vous plutôt chien ou chat ? Quelle fleur êtes-vous ? Si vous étiez un monstre d'Halloween, lequel seriez-vous » Donc, on vous a préparé 4 mises en situation avec 4 possibilités de réponse. Et je vous encourage à noter si vous avez répondu au plus de A, plus de B, plus de C ou plus de D. Comme ça, je pourrai vous informer de votre personnalité inclusive. Alors, Pauline, est-ce que tu pourrais lancer le poll, voilà, c'est ça, lancer le premier sondage, la première question. Le premier, c'est ça? Oui. Alors, la technologie, pour vous, c'est d'abord un mal nécessaire qui trop souvent stigmatise nos étudiants et étudiantes, l'occasion de recueillir des données pour mieux comprendre comment mieux le faire afin de rendre justice à tous nos étudiants et étudiantes, le moment idéal pour penser à toutes les manières de communiquer de manière novatrice avec nos étudiants et étudiantes, ou une occasion de déployer efficacement une approche inclusive. Je vous laisse une petite minute pour répondre. Alors, pendant que les gens répondent, Émilie, j'ai une demande de Shannon qui aimerait suivre sur Streamer. Donc, si tu pouvais aller te connecter à Streamer pendant que les gens, on est dans la salle. En fait, tu pourrais te mettre carrément dans le lobby du CRISPECH. Ouais. Tu as mis le token quand même? Alors, je vais le faire. Okay. Je vais le faire, mais so Shannon, I don't know if you were here, but we are doing the necessary so you can follow the workshop.
Voilà, je suis sur Streamer. Je vais mettre fin au vote de cette première question. Alors, beaucoup de C, beaucoup de D. Je vous encourage à noter ces réponses à côté. Et puis, je vais demander à Pauline de, s'il te plaît, mettre le deuxième sondage. Attends, on peut repartager les résultats? Ah oui, comme ça. Voilà. Là, est-ce que vous voyez les résultats? Ok, super. Merci de votre indulgence sur la pratique des sondages, ce n'est pas ma force. Pauline, tu peux me dire quand tu peux lancer le deuxième J'étais avec le streamer. Donc, on peut arrêter le partage des résultats? Oui. Okay. Donc, deuxième. Alors, c'est le même. Ah oui, désolée. C'est le même. Ah, bah, ça a été mal rentré, je suis désolée. J'ai ces 2 sur 4 là, que j'ai. Alors, bon, je pense qu'il y a une petite erreur dans les... Non, c'est pas le même. C'est pas le même? C'est pas la technologie pour vous, c'est d'abord? Oui, c'est ça. Bah oui, mais c'est pas les mêmes réponses. Ah oui. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur dans la formulation des questions parce que c'était pas tout à fait la bonne formulation, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. La technologie pour vous, c'est d'abord, alors, une façon d'aider les étudiants et les étudiantes, un incontournable à l'avenir de la pédagogie inclusive, un terrain de jeu et une source d'innovation ou une composante de toute planification. Puis en attendant que vous positionnez, je vais voir la formulation de la première question parce que je pense que ce n'était pas la bonne. Just for Shannon, I don't know if you're here, if you're still here, but you should be able to see the caption now. So Okay, perfect. It might be activated, so you can activate them directly in Zoom. Alors, je vais mettre fin au vote et je vais vous montrer les résultats. Donc, la technologie, pour vous, la majorité d'entre vous, c'est un terrain de jeu et une source d'innovation. Et je vais demander à Pauline, est-ce que tu peux remettre le premier sondage parce que ce n'était pas la bonne formulation de question. Alors, je voudrais qu'on le refasse parce que quand même, c'est important. Est-ce que tu es capable, Pauline, de remettre le premier? Ah, voilà. Donc, au lieu de lire la technologie pour vous, la bonne phrase, c'est évaluer pour vous. On ne parle pas de la même chose, on parle d'évaluer. Donc, évaluer pour vous. C'est un mal nécessaire qui trop souvent stigmatise nos étudiants et nos étudiantes. C'est l'occasion de recueillir des données pour mieux comprendre comment le faire afin de rendre justice à tous et toutes nos étudiants. Vous voyez, ça fait un peu plus de sens peut-être que la première fois. Le moment idéal pour penser à toutes les manières de communiquer de manière novatrice avec nos étudiants et nos étudiantes ou une occasion de déployer efficacement une approche inclusive. Donc pareil, je vais vous laisser une petite minute. Je vais garder sous les yeux la bonne formulation au cas où il y aurait encore d'autres petites erreurs de transcription dans le sondage. Je vois que les avis sont partagés sur cette question. Alors, je vois qu'on est 75% à avoir voté. Je vais mettre fin au vote et vous montrer les résultats. Donc, évaluer, une majorité de personnes a exprimé que pour eux, c'était une occasion surtout de déployer efficacement une approche inclusive. Troisième sondage, s'il te plaît, Pauline.
Avant que je partage, est-ce que tu veux que je partage le résultat avec tout le monde ou Ah, j'ai pas partagé? Oui, partage, non. s'il te plaît. Notez bien vos réponses à chacune des A, B ou C. Pauline, est-ce que tu peux lancer le troisième sondage? Alors, la CUA, cette fois, c'est la bonne question. La CUA, pour vous, c'est d'abord un livre de recettes pour favoriser la réussite de toutes et tous, un solide cadre conceptuel pour la mise en œuvre d'un système d'éducation inclusive, une source d'inspiration et une méthodologie pour le développement d'approches novatrices, ou un filet de sécurité pour s'assurer en tout temps d'une approche équitable. Alors, simplement, pour vous dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est un test de personnalité. Toutes les réponses sont bonnes. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter, mais je crois que tout le monde a pratiquement voté, 79%. Donc, je vais mettre fin au vote et partager les résultats avec vous. Donc, la CUA, pour beaucoup d'entre vous, c'est une source d'inspiration et une méthodologie pour le développement d'approches novatrices. Puis enfin, Pauline, pourrais-tu lancer le 4e sondage, s'il te plaît? Merci. Alors, en fait, dans ce symposium, vous étiez venu chercher quoi? Est-ce que vous étiez venu chercher des alliés, des données scientifiques, de l'inspiration ou bien des solutions éprouvées? Oh, je vois que vous avez été très nombreux à répondre à cette question. Alors, je vais mettre fin au vote. Vous êtes très nombreux à être venus chercher de l'inspiration parmi nous. J'espère que vous l'avez trouvé. En tout cas, c'était une autre ambition. Donc, je suis très heureuse que vous ayez inscrit inspiration. On espère que nous avons été une source d'inspiration toutes et tous aujourd'hui, puis ça va continuer encore. Alors, j'arrête le partage et puis je vous inviterai à regarder combien de A, combien de B, combien de C vous avez recueilli. Et puis, vous allez pouvoir voir quel type de personnalité inclusive vous êtes. Alors, voici un peu l'idée du cadran préparé par Paul et Noémie. Donc, je vais faire un petit peu la description de tous ces personnages que vous voyez et qui vous sont, je l'espère, familiers autant qu'à moi. Alors, si vous avez eu plus de A dans votre personnalité, votre personnalité inclusive, c'est que vous êtes à la fois souple comme un ou une contorsionniste, capable de vous adapter à toutes les situations, à la diversité de vos étudiants et étudiantes, tout en étant efficace et stratégique dans l'utilisation des ressources disponibles sur la pédagogie inclusive. Alors, pourquoi Maman Dion pour cette personnalité? Parce que Maman Dion, elle a eu 14 enfants, généreuse à l'excès. Elle a dû être nécessairement à l'écoute de chacun et chacune d'entre elles et eux, comme vous avec vos étudiantes et étudiants. Et en même temps, elle a dû et su faire bon usage des ressources disponibles pour élever ses 14 enfants. Donc, voilà pourquoi nous avions choisi Maman Dion. Et donc, si vous êtes dans cette catégorie, vous êtes proche de la personnalité de Maman Dion comme personnalité inclusive. Alors, pour les personnes qui ont répondu plus de B, votre personnalité inclusive, vous êtes hyper créatif. Vous n'avez pas peur de tester, adapter, inventer des stratégies, des outils, des méthodes pour rendre votre pédagogie inclusive tout en étant très structurée et organisée, bien sûr. Vous vous préoccupez des processus d'apprentissage, davantage peut-être même que certains de vos étudiants et étudiantes, mais vos plans de cours ou d'intervention sont préparés des mois à l'avance et roulent comme du papier à musique.
vous êtes des férus de la technologie, qui est pour vous un incontournable, et vous trouvez que les mentalités n'avancent peut-être pas assez rapidement en matière de pédagogie inclusive et de technologie. Alors, pourquoi Steve Jobs? Parce que c'est un grand perfectionniste, en tout cas, c'est comme ça qu'il est connu. Il a toujours été à la fine pointe de l'innovation technologique, en créant, tout le monde le sait, Apple, l'iPhone, puis tous les produits dérivés que l'on a aujourd'hui à notre disposition. Et il avait toujours au moins un coup d'avance, comme votre personnalité inclusive. Alors, si vous aviez plus de C, votre personnalité inclusive, vous êtes un patenteux pédagogique, ou une patenteuse pédagogique à la fois souple et créatif. Donc, avec votre personnalité inventive et orientée vers les solutions, vous êtes toujours en quête de problèmes à régler. Pourquoi Joseph Armand Bombardier, inventeur de la motoneige, comme on le sait toutes et tous, il était autodidacte et d'une très grande imagination. C'est en observant son environnement et en ayant une grande conscience des besoins de son entourage qu'il a développé la première voiture équipée de patins. Donc, on le remercie encore aujourd'hui. Et puis enfin, votre personnalité D, si vous avez eu plus de D, votre personnalité inclusive, vous utilisez toujours très stratégiquement les ressources sur l'inclusion dont vous avez connaissance pour organiser vos cours, vos méthodes d'évaluation ou d'intervention. Vous êtes un ou une maestro de l'organisation inclusive. À côté de vous, les campagnes de vaccination du docteur Arruda font pâle figure. Alors, pourquoi le bon docteur Arruda dans cette personnalité inclusive? En bon scientifique, le docteur Arruda mobilise tant que possible les données probantes pour proposer des solutions et des mesures sanitaires qui pourraient être parfois plus inclusives, mais c'est un autre sujet. C'est l'organisateur en chef de la réponse à la COVID-19 et il a dû mettre à profit toutes les ressources disponibles pour faire face à l'urgence sanitaire. Donc voilà, j'espère que vous y avez trouvé votre compte. Bien évidemment, on est dans des grands stéréotypes, donc probablement que vous êtes un petit peu au milieu de tout ça, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce brise-glace avec moi ce matin. Alors, peut-être que je vais vous proposer maintenant de rentrer dans le vif du sujet de cet atelier aujourd'hui de réflexion collaborative. L'intention aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est de réfléchir ensemble aux 10 prochaines années, à ce que nous pourrions faire et aux actions que nous pourrions poser ensemble. À partir de nos réflexions communes aujourd'hui, notre ambition dans le cadre du comité organisateur, c'est que l'on souhaiterait proposer de rédiger un texte d'opinion qui pourra faire l'objet, on l'espère en tout cas, d'un article dans un journal et pourquoi pas Le Devoir. Donc avec ça en tête, je vous encourage à participer aux échanges aujourd'hui parce que plus nous sommes nombreux à réfléchir et à nous positionner, plus je pense que le chantier de l'éducation et de la pédagogie inclusive avancera. Alors, tout de suite, je vous demanderai de vous plonger en 2031 avant de rentrer dans vos salles respectives. Qu'est-ce qui se passe en 2031? Donc, dans 10 ans, voilà notre souhait pour la pédagogie inclusive au Québec. L'image que nous avons, c'est que le Québec est reconnu au niveau international et pan-canadien pour ses avancées en matière de pédagogie inclusive et d'éducation inclusive. Notre belle province a reçu plusieurs prix à cet égard. Et dans les études et les sondages, le taux de diplomation des étudiantes et étudiants de l'enseignement supérieur a augmenté de manière générale, mais également pour plusieurs groupes d'apprenants et d'apprenantes, dont les étudiantes et étudiants en situation de handicap et les étudiants et étudiantes des minorités ethnoculturelles. Leur sentiment de réussite est par ailleurs plus élevé et ils et elles se sentent généralement plus confiants dans leurs capacités et compétences pour intégrer le milieu du travail et vivre une vie épanouissante. Alors ça, c'est notre rêve pour 2031, mais pour y arriver, on a quelques défis à relever et on doit se retrousser les manches collectivement. Alors, aujourd'hui, on va vous proposer dans les petites salles de groupe de relever 3 dans chaque groupe de ces 6 défis que nous avons identifiés pour vous. Les défis sont les suivants. D'abord, le premier, ce serait comment amener davantage d'enseignants et d'enseignantes à adopter une perspective inclusive. Le défi B,
comment les enseignants et enseignantes et les institutions peuvent-elles mieux outiller les étudiants et étudiantes en situation de handicap pour faire face à leur transition du cégep à l'université. Un autre défi qu'on aura à relever est celle de favoriser la collaboration interprofessionnelle pour l'inclusion dans l'enseignement supérieur. Le défi D, on se pose la question de comment mieux tirer profit des expériences locales menées dans les cégeps du Québec, mais également des expériences internationales autour de l'inclusion et de la pédagogie inclusive. L'avant-dernier défi qui se pose à nous est de créer un environnement éducatif et social qui soit propice à l'inclusion et à l'équité dans l'enseignement supérieur au Québec. Et enfin, le dernier défi, et non des moindres, comment est-ce qu'on pourrait exploiter le momentum que nous vivons aujourd'hui en faveur de l'inclusion. Donc voilà les défis que nous souhaitons relever avec vous dans les 10 prochaines années. Et ce que l'on voudrait aujourd'hui, c'est identifier des solutions pour ces défis. Donc on va vous envoyer en salle de discussion, en groupe et puis vous pourrez décider ensemble de 3 voire 4 défis à relever selon le temps qui nous est imparti. Le but, bien évidemment, c'est d'imaginer le plus de moyens possibles pour résoudre ces défis. Et puis, en plénière, je vous inviterai à rapporter les idées de votre groupe pour chacun de ces défis et d'ajouter vos idées aux suggestions des autres groupes pour que nous puissions construire ensemble une réponse complète. Sur ce, je vais arrêter de partager mon écran. Comme ça, je vais pouvoir mieux vous voir. Voilà. Et pouvoir vous envoyer dans les petites salles. Est-ce que tout le monde est de retour? Je pense que ça s'en vient. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Alors, j'hésite entre partager mon écran avec les défis qui sont écrits ou vous voir tous. C'est un défi cornélien parce que j'ai qu'un seul écran et il est tout petit. Je pense que je vais vous garder face à moi. Puis, je sais que vous avez la présentation, vous avez les défis dans le Google Doc. Fait que je sais que c'était court pour aborder tous ces défis. J'espère quand même que vos échanges ont été fructueux. Ce que je vous proposerai, c'est que je prendrai les défis à rebours, c'est-à-dire que j'imagine que dans nos têtes, on regarde le A, le B, le C, le D en premier, mais j'aimerais ça qu'on commence la restitution de l'inverse pour voir qui a eu le temps de réfléchir peut-être sur les défis E, F, etc. Ce que je vous propose, c'est que ceux qui ont travaillé sur le défi F, qui est d'exploiter le momentum que nous vivons actuellement en faveur de l'inclusion, se manifeste. Est-ce qu'il y a le rapporteur d'un groupe qui a travaillé sur ce défi qui voudrait s'exprimer? Alors, je vous encourage je vois Paul qui lève la main et Audrey qui lève la main. Alors, Paul, vas-y. Il me semble que je parle souvent. J'aimerais céder mon droit de parole à Audrey, s'il vous plaît. Alors, Audrey et puis ensuite Effie. Je pense que tout le monde a le droit d'ouvrir les micros, n'est-ce pas, Pauline? Oui. Donc, je pense que Audrey, tu peux ouvrir ton micro. Mute. Ah, voilà. On t'écoute. Oui, ça m'arrive constamment d'être sur mute. Donc, pour le défi F, dans le fond, ce qu'on a mentionné comme piste d'échange, dans le fond, c'est l'échange et la communication dans les milieux, dans les départements, dans les équipes, de tirer aussi profit des expériences des autres, ne pas avoir peur de questionner. De profiter aussi de l'occasion pour partager nos questionnements, nos inquiétudes et nos vulnérabilités concernant l'inclusion, parce qu'on veut bien faire, mais des fois, on peut avoir peur de blesser quelqu'un ou de mal s'y prendre. Je pense entre autres au cas de l'écriture inclusive ou des personnes qui ont des handicaps invisibles, des troubles d'apprentissage ou autres. Quand on n'en a pas soi-même, on ne peut pas être à la place de l'autre personne aussi. D'écouter les craintes, les croyances et les démystifier.
Voilà. Merci Audrey. Effie, est-ce que tu veux y aller Oui, bien pour sûr. le défi F? Oui. Notre équipe a parlé, une des premières choses qui s'est prononcée pour ce défi, c'était que ce ne soit pas le dernier événement qui se fait pour cette discussion et que ça touche plus de personnes, qu'on aurait des gens de différents départements, de différents secteurs de notre société qui participent dans cette conversation en allant vers l'avant. Cette idée de créer un network entre nous, ceux qui y travaillent déjà, d'être là pour continuer cette conversation et de partager tout au long de des prochaines 10 années. Et une autre chose qui a été discutée aussi, c'était pour les enseignants et d'autres personnes qui travaillent pour développer l'inclusion dans nos institutions, d'essayer de trouver, d'accorder le temps nécessaire afin de pouvoir inclure une approche plus inclusive. Merci Effie. Est-ce qu'un autre groupe a travaillé sur le défi F? Je vois la main de Mélanie. Oui, nous, ce qui est ressorti de nos échanges, c'était de faire rayonner les apprentissages qu'on pouvait faire dans des formations qui portaient là, sur l'éducation inclusive, comme le symposium là, en ce moment. Diffuser l'information aux gestionnaires, entre autres, mais aussi à toute l'équipe. Puis, on aimerait bien aussi que les institutions puissent initier, favoriser les lieux d'échange pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse justement mieux se connaître, mieux se comprendre, connaître les rôles de chacun, puis comprendre comment on peut là, interagir ensemble. Puis même, ça peut être à petite échelle aussi, encourager les équipes d'un même département, d'une même discipline à échanger puis à collaborer ensemble. Merci Mélanie. Alors, simplement pour vous informer qu'il y a beaucoup de matériel sur le site du symposium, fait que n'hésitez pas à le partager dans vos réseaux, dans vos cégeps, dans vos départements. Toutes les interventions ont été enregistrées, donc il suffit de s'inscrire. Je ne sais pas si ce sera possible dans le futur. Normalement, vous êtes seul à pouvoir y avoir accès, mais peut-être qu'on peut trouver une façon de rendre disponible ce matériel plus largement par la suite. On pourra y réfléchir en tout cas. Je vois la main de Paul qui est levée. Oui, ben nous aussi, notre groupe avons parlé à la question F, mais je pense qu'on a abordé la question peut-être sur un angle beaucoup plus systémique. On a parlé de comment on peut, dès la formation des maîtres, en fait, que ce soit la formation des maîtres pour le primaire et le secondaire, que bref, ça devienne systémiquement automatique, faire partie juste de l'évidence d'avoir des pratiques inclusives. Donc, que les pratiques inclusives montent de la base jusqu'à l'université, comme dans l'enseignement, dans la façon dont on enseigne, en fait, que ce soit comme ça que l'on le fasse. Et j'ai demandé si on avait le droit d'avoir des idées farfelues. On m'a donné la permission. Donc, moi, je proposais en fait qu'on crée un peu des groupes de pression politique. On se trouve en fait un riche mécène, quelqu'un qui a énormément d'argent, un Pelado, un Chagnon, un Jobs, un Bill Gates, quelqu'un qui est riche et qui mettrait l'ensemble de sa puissance financière pour qu'on puisse engager des lobbyistes extrêmement puissants, bref, qu'on puisse appliquer une démarche hégémonique là, classique là-dessus. Ça pourrait être bien. Mais merci. Alors, si vous connaissez un millionnaire ou un milliardaire dans votre réseau, n'hésitez pas à lui parler d'éducation inclusive, d'inclusion, d'équité, diversité, inclusion. Ça sera avec grand plaisir que nous l'accueillerons, Chris Pech et à UDL de Dawson. Pauline? Oui, je voulais juste dire que, en fait, ça, c'était la réponse c'est ce qu'on avait discuté pour le défi E, mais en tout cas, donc comme ça, on a déjà donné notre réponse pour le... À Véronique Cloutier, oui, pourquoi pas. Pauline, je vais te donner la parole. Je vais juste dire le défi E, comme ça, on pourra enchaîner sur ce défi. Ça te va? Oui. OK. Alors, le défi E était comment créer un environnement éducatif ou social propice à l'inclusion et à l'équité dans l'enseignement supérieur au Québec. Donc, levez la main si vous avez travaillé sur ce défi, puis je vais laisser la parole à Pauline pour nous parler de ce que vous avez discuté dans votre groupe.
Donc, justement, la proposition de Paul de trouver un millionnaire pour financer, comme ça arrive beaucoup aux États-Unis, là, donc il y a des personnes qui financent des projets philanthropiques comme ça, là, donc ça a été mentionné. Aussi, ce qui a été mentionné, donc, il y a eu la question des fois les attentes aussi là, qu'on a envers les enseignants et l'évaluation l'évaluation annuelle donc, des enseignants à chaque fin d'année. Est-ce que ce ne serait pas une barrière en fait qui ne donnerait pas un environnement éducatif propice parce que l'évaluation de l'enseignant est faite en fonction du succès des étudiants. Donc, et les étudiants, s'ils sont en situation de handicap, par définition, ils ont déjà des barrières pour réussir. Donc, est-ce qu'en demandant à l'enseignant de suivre en fait, l'enseignant ayant en tête qu'il va être évalué à la fin de l'année sur la façon dont il enseigne, et si cette évaluation-là ne prend pas en compte le caractère inclusif, eh bien, est-ce que c'est nécessaire est-ce que ça crée un environnement en fait qui est propice vraiment à une éducation inclusive? Merci Pauline. J'ai vu Audrey lever la main et puis ensuite Catherine. Voilà. On t'entend. Oui. Donc, dans le défi E, ce qui était ressorti dans notre équipe, c'était de savoir de quoi on parle quand on parle de l'inclusion, l'importance de démystifier l'inclusion, avoir une vision commune aussi de ce qu'est l'inclusion, de solliciter les étudiants aussi, de fournir de l'information, avoir aussi un environnement qui est facilitateur aussi, parce que, maintenant, si on prend le cas d'une personne qui est en situation de handicap, si elle voit que dans ses collègues étudiants ou professeurs ou dans le personnel, il y a d'autres personnes avec des particularités, que ce soit culturel ou le handicap, ça peut faire aussi en sorte que c'est un environnement qui est aidant, qui est facilitateur. De se tenir informé aussi sur le vocabulaire qui évolue. Donc, mettons, avant, on pouvait parler des personnes handicapées. Là, c'est les personnes en situation de handicap. Donc, c'est en évolution. Voilà. Merci Audrey. Oui, effectivement, la langue, on en a beaucoup parlé de la façon dont on s'exprime peut influencer notre vision du monde aussi et refléter notre vision du monde. Donc, je trouve que c'est un bon point. Et je vois la main de Catherine. Vas-y, Catherine. Oui, alors nous, c'était notre dernier défi, donc c'était à la fin, on a dit qu'il fallait un changement de paradigme. Donc, c'est très vaste. Mais ça prend quoi, ça mange quoi un changement de paradigme? Ça prend, et puis on va y revenir dans les défis qu'on a travaillés, des lois, je pense, des lois avec du mordant. Et aussi, on y reviendra, mais c'est vraiment ça qui nous est venu en tête juste en dernière minute. C'est tout. Des lois qui ont du mordant. Alors, j'ai hâte d'entendre vos autres suggestions pour les autres défis. Alors, je vais passer au défi D maintenant. Que ceux qui ont répondu au défi D ou qui ont des idées pour le défi D se manifestent. Comment mieux tirer profit des expériences locales menées dans les cégeps du Québec et des expériences internationales autour de l'inclusion et de la pédagogie inclusive? Est-ce qu'un des groupes s'est attardé à cette question? Apparemment, vous n'avez pas été très inspiré par cette question. Ah oui, Audrey, très bien, je t'écoute. Oui, pour le défi D, ce qui a été discuté dans mon équipe, comment tirer profit des expériences locales et internationales. Dans le fond, c'était de les diffuser
par exemple, dans le symposium de cette semaine, il y a plusieurs ateliers qui ont été enregistrés. Donc, on pourrait les autres collèges pourraient peut-être les diffuser dans leurs institutions, de se tenir au courant aussi, échanger avec d'autres institutions sur leurs bonnes pratiques et leurs événements, tirer aussi profit des outils de veille comme le CAPRES, par exemple, et se tenir aussi informé de ce qui se passe dans les événements comme le nôtre aussi. Merci Audrey. J'ai mis une petite question pour vous dans le chat pour savoir quelles sont vos sources d'informations sur la pédagogie inclusive et sur l'inclusion de manière générale. Ça serait intéressant que nous puissions partager un peu où est-ce qu'on va chercher toutes ces bonnes pratiques-là. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres personnes qui aient répondu à ce défi. Alors, je vais passer au défi C. Peut-être qu'il y aura plus d'idées pour ce défi. Comment favoriser la collaboration interprofessionnelle pour l'inclusion dans l'enseignement supérieur? Je sais que c'est un défi particulier qui touche beaucoup d'entre nous. Je sais qu'on en a parlé un petit peu dans notre groupe et je vois Effie en particulier qui a la main levée. Alors, je t'écoute, Effie. Pour nous, une des suggestions qui a été faite, c'était dans nos réunions départementales, d'avoir des communications, de communiquer les idées, les expériences concernant les différentes situations, comment arriver entre professeurs, ouvrir cette discussion vers l'inclusion. Et de l'autre part, c'était sur le plan institutionnel, intégrer l'inclusion, intégrer toute cette démarche dans la mission de l'institution et dans son plan stratégique. On pourrait créer des groupes, des comités. Il faudrait avoir un intérêt aussi spécial de la part des enseignants. Et une autre chose qui est sortie, c'était l'inclusion, de s'assurer que dans cette conversation et dans cette démarche, afin de favoriser cette collaboration interprofessionnelle, c'était d'inclure les enseignants, les différents professionnels, mais aussi les étudiants. Est-ce qu'il y a... Mélanie, je vais te laisser la parole. De notre côté, ce qu'on disait, c'était d'y aller là, dès le début là, de l'entrée en poste d'un enseignant, par exemple, dès l'embauche, rencontrer les nouveaux enseignants, que les gens des services adaptés y soient pour présenter quels sont les services, offrir de l'accompagnement, être disponible justement là, pour rencontrer les enseignants qui le désirent. Puis aussi, ça prend des moments pour faire ça. Souvent, on est tous très occupés, là, mais si au moins ils pouvaient avoir des moments où les gens sont entièrement disponibles, les profs et les professionnels, avoir certains blocs, je ne sais pas moi, où tout le monde est disponible pour permettre les rencontres. On a eu aussi le commentaire là, que les gens des services adaptés aussi aient à la rencontre là, des profs, que ce soit par des courriels pour rappeler, dans le fond, qu'est-ce que c'est leur rôle, qu'est-ce que c'est les services offerts pour faciliter encore là la collaboration. Puis, bien, il y a les communautés de pratique aussi qui sont un bon moyen là, de se connaître pour tout ce que ça peut représenter là, par rapport à une espèce de démarche des résolutions de problèmes, mais aussi pour inciter les gens de divers services à se rencontrer, à se connaître, puis à comprendre aussi, bien, c'est quoi le rôle de chacun. Puis ça, je trouve que ça permet aussi de bien comprendre, OK, bien moi, mon rôle s'arrête là, le rôle de cet intervenant-là commence là, alors travaillons ensemble. Puis, ben, d'avoir un langage commun, une vision commune pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Des fois, on s'aperçoit qu'à l'intérieur d'un même service, on n'utilise pas les mêmes mots pour les mêmes choses. Donc, ça peut être rapidement là, confus.
Merci Mélanie. Je trouve ça intéressant parce qu'on aborde vraiment tous les points de vue, les leviers possibles, qu'ils soient au niveau organisationnel, au niveau politique, au niveau pédagogique, au niveau individuel. On voit que c'est un peu l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Après, comment est-ce qu'on va être capable de mobiliser, nous, ces leviers-là? C'est la question qui reste en suspens, je trouve, beaucoup. Et je pense que c'est aussi une volonté de nous de vouloir porter ces messages-là dans les aux bons endroits pour polliniser l'enseignement supérieur au Québec. J'ai entendu cette expression-là par je ne sais plus qui cette semaine, mais j'ai trouvé que j'aimais bien le concept de polliniser. Puis je vois la main de Catherine et ensuite Laure. Allez-y, mesdames. Oui, alors dans notre équipe, nous, on a dit qu'il fallait plus de silos, évidemment, qu'il fallait se parler et être dans les comités. Et il y avait une idée aussi de Alice Havel qui disait il faudrait que nos directions expérimentent aussi l'enseignement, aller en classe, voir ce que c'est l'enseignement, parce qu'on ne se parle pas. C'est un peu le problème, on en a parlé dans plusieurs communications, dans la communication de Carole et de Mélanie, où les services sont d'un bout à l'autre du collège. Puis moi, je disais que, par exemple, à Dawson, je ne connaissais pas, jusqu'à très récemment, les conseillers pédagogiques. Donc, on ne se parle pas, on fait notre petite affaire. Et évidemment, ça demande ce que vous avez dit aussi dans les autres groupes, du temps pour se former. Donc, voilà. Merci Catherine. Je vais laisser la parole à Laure. Très rapidement, je voulais rebondir sur ce que Mélanie a dit, parce que dans notre équipe, on l'a entendu aussi, de parler d'un espace-temps. On a besoin de temps, on a besoin de ressources. Et ça, il faut que ce soit entendu parce que oui, il faut en parler, oui, il faut du vocabulaire, mais on a besoin de ces espaces-là, ressources et temps. Voilà. Merci Laure. Oui, dans notre groupe aussi, on en a parlé. Du coup, je vais peut-être me permettre de faire une petite entorse à mes propres règles. Je vais peut-être sauter à la première question, au premier défi, parce que ça fait un peu le point avec ce qu'on est en train de dire sur comment est-ce qu'on fait pour amener davantage d'enseignants à adopter une perspective, une posture inclusive. Qui souhaiterait s'exprimer? Je vois la main de Christine. Vas-y, Christine. Oui, donc nous, on a longuement parlé du défi A dans notre sous-groupe. Première chose qu'on a mentionné de façon croisée à plusieurs reprises, l'aspect systémique. Donc, si on pose la question d'amener plus d'enseignants à adopter une perspective inclusive, ce qu'on met, nous, c'est que c'est important que ce projet-là ne soit pas porté juste par des individus, mais soit porté aussi par des collectivités et des institutions qui doivent agir à titre de leader, parce que l'inclusion pour un prof va être placée différemment sur la liste de priorités en fonction des autres champs d'intérêt qu'il peut avoir au niveau de l'enseignement. Alors, on a longuement parlé de l'aspect systémique pour dire arrêtons d'encourager le bottom-up, c'est-à-dire que ça parte des profs puis que ça soit porté par eux uniquement, mais faisons de l'inclusion ou de l'éducation inclusive, même un projet qui est systémique et qui appartient à tout le monde. Et quand un objectif est défini par les institutions, c'est beaucoup plus facile de savoir où on s'en va, puisqu'on a une ligne directrice qui est commune. Alors ça, c'était quelque chose qui est revenu beaucoup. De cette façon-là, on peut aussi travailler à organiser les services pour favoriser une plus grande interprofessionnalité. Là, ça ne se dit pas, là, une plus grande collaboration interprofessionnelle. Ça aussi, quand on veut travailler tous ensemble vers un objectif d'éducation inclusive, c'est pas juste les profs, c'est comment on peut utiliser les expertises variées à l'intérieur d'une institution pour faire en sorte qu'on bénéficie de cette expertise-là de façon synergique, puis que ça soit éventuellement, évidemment, les étudiants qui en bénéficient. Donc, à cet égard-là, là, tout ce qui est systémique, on parle de politique institutionnelle en lien avec l'inclusion pour aider le développement d'une vision commune, d'avoir un objectif commun et pour mettre en marche l'approche top-down qui pourrait aussi être une législation au niveau provincial. Mais nous, on a vraiment discuté de cette importance-là. Il y a aussi l'importance de mettre en place des systèmes d'évaluation des initiatives en lien avec l'inclusion. D'avoir plus de conseillers, de postes de conseillers pédagogiques à l'inclusion, que ce soit encore là réparti la responsabilité, parce qu'il y a la question de la formation aussi des profs
Donc, si on a un objectif commun, puis c'est dans les projets d'établissement, mais à ce moment-là, on peut s'imaginer qu'il y a des formations qui pourraient être annuelles, puis du temps vraiment réservé aux enseignants pour creuser un peu la question de l'inclusion, de la diversité, puis de se développer tranquillement une posture inclusive là-dedans. Dernière petite chose, on a parlé c'est ça, de peut-être s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, puis de mettre d'emblée en place les principes inclusifs plutôt que les accommodements, puis que les accommodements viennent compléter, plutôt que d'avoir une approche où on entre par le CED puis qu'on part des accommodements. On entre par la pédagogie ou de l'éducation inclusive, par exemple, puis on complète avec les accommodements. Donc, formation, j'essaie juste de voir s'il manque quelque chose. Une chose qui a été dite aussi, donc, travailler autour de l'autonomie professionnelle pour être plus ensemble vers le projet inclusif, qui est le projet de tous, finalement, dans les institutions postsecondaires, et puis qui changerait le message aussi de persévérance et diplomation. Je pense que c'est tous des objectifs qui sont louables, mais ce qu'on a mis, c'est que l'inclusion va en filigrane de ça, puis peut-être rappeler aux enseignants ou faire en sorte plutôt, c'est plus ça qui a été nommé, faire en sorte qu'aux autres enseignements supérieurs, on n'oublie pas ou on mette de l'avant plutôt la relation pédagogique, parce que c'est la relation pédagogique, l'importance de la relation pédagogique. Donc, à l'université, c'est très différent qu'au cégep, mais quand même, si on met de l'avant de façon institutionnelle, puis même provinciale, l'importance du lien pédagogique, bien, c'est plus facile d'aller mettre en filigrane le projet inclusif puisqu'il y a un lien direct, alors que si on est dans une approche plus traditionnelle d'un enseignement qui est plus top-down, de style transmission de connaissances, bien là, le projet inclusif propose un décalage à ma posture de prof qui nourrit les étudiants de mon savoir. Et que peut-être juste repenser à la façon dont on met de l'avant l'importance de la relation pédagogique de manière institutionnelle, provinciale, pas juste encore une fois départementale. Puis il y avait tout aussi nommé, puis là je pense que je ne me trompe pas, l'idée d'aussi valoriser puis trouver des espaces où on peut vraiment encourager les initiatives individuelles innovantes en lien avec l'inclusion pour faire en sorte qu'il y ait des initiatives qui puissent partir aussi des profs puis qui soient portées par les institutions pour en faire un peu des modèles là, ou des sources d'inspiration quand on parle d'inclusion. C'est pas mal le résumé de tous nos échanges. Merci Christine. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Alors pour les groupes qui ont travaillé sur le sujet, par rapport à ce que Christine vient de nous proposer comme idée de son groupe, est-ce que vous avez des choses qui n'ont pas été dites par Christine mais qui ont émergé de vos discussions en lien avec le défi A? Je vois, Laure avait levé la main. Catherine, Catherine, est-ce que tu avais autre chose dans ton groupe qui avait été discuté? Oui. Faire prendre conscience, les témoignages des étudiants, très important pour la prise de conscience des profs, et aussi leur faire expérimenter des situations de handicap ou des barrières à l'enseignement, tout simplement. Hein, les priver, par exemple, de leur téléphone et leur demander d'écrire un texte dans une autre langue, ou ça pourrait être une bonne idée. Donc, c'était ça, mais tout le reste, tout ce qu'a dit Christine a été aussi évoqué dans notre groupe. Merci Catherine. J'ai vu Mélanie lever la main aussi, puis Paul et Madame Van Doren aussi, pour faire des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. C'est ça, de notre côté, on était vraiment dans le même sens que Christine en lien avec les gestionnaires et tout ça. Puis, il y avait aussi peut-être pour démystifier, là, on parle de CEA, on parle de grands principes, pour peut-être rendre l'idée plus glamour, bien, faire partager des enseignants qui utilisent cette approche-là, faire témoigner des étudiants qui en profitent pour seulement mettre de l'avant que ce n'est pas si compliqué que ça. Puis, en travaillant en équipe, ce n'est pas nécessairement une surcharge de travail, c'est faire les choses différemment. Donc, c'était ce qu'on avait apporté. Merci Mélanie. Paul, je te laisse la parole et puis Madame Van Doren. Une chose aussi qui a été mentionnée lors de nos discussions, je pense que ça s'applique bien à cette première question-là, c'est de poursuivre la recherche à plusieurs occasions dans les différentes interventions pendant les derniers jours. Il a été mentionné que
l'état de la recherche puis les données probantes scientifiques sur l'efficacité, la valeur de la CEA ne sont pas surabondantes. Or, quand on va pouvoir disposer de ces données-là, on va disposer d'un argument massif pour justement insister pour que arrivent tous les changements qu'on demande et à tous les niveaux, tant au niveau systémique institutionnel que pour convaincre des individus d'adopter ces pratiques-là. Donc, il faut continuer la recherche. Merci Paul. Et à ce sujet, je trouve intéressant de garder l'œil sur les nouvelles initiatives dans les autres pays qu'on a pu voir dans le panel tantôt pour voir qu'est-ce que ça donne parce que ça bouge beaucoup aussi en Nouvelle-Zélande, en Belgique. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors gardons l'œil sur ce qui ressort de ces choses parce que ça nous permet d'avoir des arguments aussi pour porter le projet de l'inclusion dans l'enseignement supérieur. Madame Van Doan, on vous écoute. Merci. Et pour moi, j'aurais une petite intervention. Quand on parle de l'inclusion, personnellement, je pense tout de suite aux solutions pour surmonter les barrières rencontrées par les étudiants, mais aussi il serait pertinent de penser, de réfléchir aux zones de stress de la part des enseignants. Comment arrimer les besoins du professeur, mais ceux des étudiants. Et par exemple, quand on réfléchit comment choisir une bonne action pédagogique, une stratégie pédagogique, on choisit une action, une stratégie qui s'adapte au contexte d'enseignement, au profil des étudiants, mais aussi à la posture de l'enseignant. Moi, je pense que ça, c'est important. Est-ce que je suis à l'aise avec cette méthode? Moi aussi, en tant qu'enseignant, on pense aussi à notre posture. Voilà. Merci. Merci Madame Van Doan. Alors, je sais que l'heure du lunch s'approche et qu'on commence à tous être fatigués, mais j'encouragerai ceux qui le souhaitent à rester les 5 prochaines minutes pour parler du défi B. Le défi B qui est comment les enseignants et les institutions peuvent-ils mieux outiller les étudiants et étudiantes en situation de handicap pour faire face à leur transition du cégep à l'université. Bien évidemment, avant ça, je vais clôturer la session parce que je ne veux pas retenir ceux qui ont d'autres engagements ou qui souhaitent se sustenter avant la prochaine, la clôture du symposium. Alors, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé aussi activement et nombreux à cet atelier de collaboration, de réflexion collaborative. On pourra faire une petite synthèse de nos échanges aussi, puis vous la renvoyer et puis on tâchera de porter ces messages au mieux dans les différents canaux de communication dont nous disposons pour porter le projet d'inclusion. Alors, je vous remercie et puis on se retrouve tout à l'heure pour la conférence de clôture. Et ceux qui souhaitent rester, vous êtes les bienvenus pour rester avec nous ici pour discuter du défi B et poursuivre la conversation pendant les 5 prochaines minutes. Je voulais aussi ajouter, avant qu'on poursuive la conversation, que vous pouvez toujours rejoindre le lobby aussi si vous voulez continuer d'autres conversations. Il va être ouvert pendant toute l'heure du midi. Donc, on va le fermer après la conférence de clôture. Donc, vous aurez l'opportunité d'y retourner après la conférence de clôture. Donc, juste pour vous laisser savoir qu'il va rester ouvert pendant toute l'heure du lunch. Merci Pauline. Donc, je donne la parole aux rapporteurs des groupes qui ont travaillé sur le défi B. Qui souhaiterait s'exprimer ? Je ne vois pas de main levée. Personne n'a travaillé sur la transition. Alors, c'est bien dommage. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer maintenant sur la transition, qui ont des idées à partager dans les 5 prochaines minutes? Christine, je t'écoute. J'ai pas d'idée, mais... Non, c'est pas vrai, je ne te crois pas. Je vais soulever un truc, c'est que, en fait, pour moi, puis je pense pas que c'était très présent dans notre groupe, c'était pas très clair quels sont les enjeux de la transition collégiale université versus secondaire collégiale. Donc, je ne sais pas si on a une liste de la littérature sous la main, mais pour réfléchir à ce défi-là, on n'avait comme pas de point de départ par rapport à c'est quoi les écueils ou les défis, là, justement. Alors, ceux qui souhaitent, vous pourrez aller voir le panel des étudiants qui a eu lieu mardi, si mes souvenirs sont bons, parce que cela a été discuté dans le cadre de ce panel-là. Donc, si vous voulez avoir un goût de ce que les étudiants vivent dans leur transition, n'hésitez pas à aller voir ce panel, c'était super intéressant. Puis, je vais passer la parole à Paul et ensuite à Pauline pour répondre à cette question. Oui, effectivement, d'une part, comme tu l'as bien dit, Émilie, le panel des étudiants, c'est un échantillon très intéressant. C'est des
des jeunes personnes très, très pertinentes dans leurs interventions. Et je mentionne aussi le module d'auto-formation que Harper Steinbary et Jam Robert de l'Université de Poitiers ont préparé justement pour les étudiants qui arrivent à l'université. C'est exactement ce à quoi ça sert, ce module-là. C'est pour accueillir justement une diversité d'étudiants qui arrivent de toutes sortes de parcours. Donc, ils ont énormément d'étudiants internationaux. Ils ont des étudiants qui leur arrivent de différentes filières au niveau secondaire, j'imagine. Je ne sais pas comment on appelle en France le secondaire. Mais c'est exactement pour ça. C'est un ensemble de compétences, un ensemble d'attitudes, un ensemble de savoir-faire, de savoir-être qui peuvent leur être favorables pour la poursuite des études universitaires. Pour l'instant, le module est barré, donc accessible seulement aux étudiants de l'Université de Poitiers, mais je discutais justement avec Harbert dans le lobby, incidemment. Et bon, si on veut s'organiser des visites privées, il peut nous organiser ça. Et ils sont justement en démarche auprès des autorités de l'université pour essayer de rendre la chose publique parce que ça a une valeur pas juste pour les étudiants de Poitiers, mais bien pour tous les étudiants et étudiantes francophones. Puis même, ça va être espagnol et une autre langue, je pense. Ça va être traduit. C'est un bon outil. Super. Merci, Paul. Pauline, je te laisse la parole. Oui, alors moi, c'est comme, je vais répondre en adressant en fait un autre problème que je trouve qui est le problème à la base de tous les problèmes pour laquelle on n'arrive pas à implémenter l'inclusion ou pourquoi c'est difficile, c'est que pour moi, c'est un problème culturel en fait. Et je ne sais pas qui était là au panel international, mais moi, pour avoir un peu échangé avec les personnes de la Nouvelle-Zélande qui étaient là, donc tout de suite, je me suis dit, oh, c'est très agréable de parler avec eux, et puis comme si c'était dans leur culture d'avoir des échanges qui se font pas de la même façon. Puis là, dans la présentation, donc j'ai appris que la Nouvelle-Zélande avait la langue des signes comme langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Et là, je me suis dit, OK, on n'est pas dans la même culture. Et j'ai l'impression que pourquoi c'est difficile, l'inclusion, c'est que c'est pas rentré dans les mœurs, en fait. Donc, et puis c'est pour ça que la transition est difficile, parce que je sais qu'en France, on parlait de la France tout à l'heure, bon, moi j'ai vécu un peu l'enseignement en France, bon, je pense que ça a un petit peu changé maintenant, ça fait un moment que je ne suis plus à l'école en France, mais moi, à l'époque où j'étais à l'école là-bas, c'était la culture de l'humiliation. Donc, si tu n'y arrives pas, t'es nul, tu n'arriveras à rien. Je me suis fait dire souvent. Tout le monde se le fait dire au moins une fois dans son parcours scolaire. Et c'est la culture qui est comme ça. Et quand on parle d'inclusion, ben là, ça devient compliqué parce que c'est changé complètement. Puis moi, j'ai l'impression que la transition, pour qu'elle aille bien, donc c'est sûr, on peut mettre plein de structures en place pour essayer d'améliorer les choses, mais si on veut vraiment régler le problème, pour moi, il faut aller plus profond, là, puis carrément modifier les mœurs culturelles, qui est quelque chose un enjeu beaucoup plus grand. Donc, ça répond un peu moyennement à la question, mais pour moi, c'est comme sous-jacent, en fait, cette question-là. Alors, vaste projet. Ça va nous prendre encore une couple d'années, je pense, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas comme les autres. Alors, je vais laisser la parole à Isabelle pour rebondir à ce sujet. Ça va être très court. Je me demandais tout simplement, peut-être par ignorance, est-ce qu'il y a des plans de transition d'utiliser entre le secondaire collégial et entre le collégial universitaire, là, comme on voit aux États-Unis, là, qui accompagnent les étudiants au moment de faire leur transition, ou c'est plus ou moins utilisé ou plus ou moins implanté selon les établissements? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Fort intéressante. À ma connaissance, non, mais je laisserai les personnes qui naviguent dans le réseau collégial et universitaire depuis plus longtemps répondre. Est-ce que vous connaissez des ressources de ce genre? Non. Alors, une bonne idée de projet à mettre en place. Ah, je ne vois pas. Dites-moi. Madame Van Doan. On ne vous entend pas, Madame Van Doan. Est-ce que vous aviez la main levée? Désolée, je n'ai pas encore activé mon micro. On vous entend. Une autre intervention, et ce n'est pas une intervention, une idée en lien avec le projet précédent.
mais j'aurais une autre intervention. Pas de problème, je crois que tout le monde a l'idée d'un projet en tête maintenant grâce à l'intervention d'Isabelle, mais personne n'a de réponse pour le moment. Alors peut-être d'ici quelques années, on aura peut-être même plus rapidement, je ne sais pas, à suivre. Donc oui, Madame Van Doan, allez-y. Oui, pour moi, je pense que peut-être on pourrait penser à des accompagnements par les pairs. Ce que ça signifie, c'est-à-dire les anciens étudiants, c'est étudiants de deuxième année, de troisième année, ils peuvent accompagner les nouveaux étudiants. Et c'est comme des personnes ressources et les deuxième, troisième étudiants, ce sont des volontaires. Et puis, pour les nouveaux étudiants, on pourrait poser des questions à ces personnes, à ces étudiants. Et je pense que ça, peut-être, ce serait intéressant. Merci. Oui, merci Madame Van Doan. Je pense que c'est une bonne idée. Ce genre de choses existe déjà à plusieurs niveaux, mais peut-être pas pour le soutien à la transition, mais peut-être pour l'accueil aussi dans de nouveaux milieux. Je vois qu'il est 12h39, alors je vous encouragerai à vous rendre dans le lobby si vous souhaitez poursuivre les conversations. Sinon, on se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour la conférence de clôture. Alors, je vous remercie encore de votre participation. On vous tient au courant des avancées de notre côté suite à nos discussions. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt. Au revoir.